Mon nom est Fred, j'ai 28 ans et ma vie se résume souvent à des heures où le monde dort. Tandis que la ville s'assoupit et que les lampadaires éclairent de leurs lueurs blafardes des rues désertes, moi je m'installe dans une cabine poussiéreuse, au cœur d'un bâtiment universitaire que le temps a presque oublié. Je travaille comme DJ dans une vieille station de radio universitaire, ouverte depuis les années 70, une époque où la musique portait les rêves d'une génération entière. En parallèle, j'enseigne à temps partiel au département de communication. Ce n'est rien de prestigieux, pas de bureau climatisé, pas de cravate, ni de titre pompeux. Mon quotidien consiste à montrer à des étudiants encore maladroits comment tenir une caméra sans trembler, comment orienter une lumière pour éviter qu'elle ne rebondisse sur un front trop brillant, comment parler dans un micro comme si chaque mot comptait. La plupart d'entre eux n'en sont qu'à apprendre à se tenir droit devant un objectif. Certains oublient jusqu'à respirer correctement dès que le voyant rouge s'allume. Je ne suis pas un professeur titulaire, encore moins un modèle de carrière académique. Je porte mes chemises à carreaux et mes jeans usés, parfois mon vieux hoodie noir orné du logo délavé de la station, une boule disco coiffée d'un casque audio. Pour eux, c'est vintage, pour moi, c'est juste vieux. Le jour, je surveille des étudiants qui veulent se croire journalistes. La nuit, je mixe du disco des années 70 à 2 heures du matin, enfermé dans une cabine à la moquette râpée et aux consoles d'un autre âge. Certaines pistes encore marquées au feutre rouge rappellent des DJ disparus depuis longtemps, probablement devenus grands-pères. Sur l'une des vieilles tables de mixage, une inscription au marqueur dit « Ne touche pas à ce bouton, Jerry ». Personne ne sait qui était Jerry, mais la console fonctionne encore, plus ou moins. Au départ, tout ça devait être temporaire, une blague presque. Après mes études, j'ai flotté dans ce vide étrange, trop vieux pour rester étudiant, pas encore adulte à part entière. Alors j'ai accepté ce boulot en me disant que ça durerait un semestre, 2 au maximum. 4 ans plus tard, je suis toujours là. J'ai mes propres clés, ma place de parking, marquée visiteur mais que tout le monde respecte, et même un tiroir au frigo du personnel, étiqueté Fred ne pas toucher, ce qui n'empêche personne jamais d'y piocher une dosette de crème. La vérité, c'est que j'ai trouvé un rythme, lent mais rassurant, comme une chanson disco à l'introduction interminable, une cadence tranquille, toujours la même. L'air sent la poussière des tapis usés, le néon grésille au-dessus de moi, et le vieux panneau on-air rouge clignote faiblement, comme un cœur malade refusant d'arrêter de battre. Ce n'est pas une vie brillante, mais c'est la mienne. Et si vous écoutez attentivement, vous comprendrez que derrière la routine, il y a des règles étranges. Elles sont punaisées sur un vieux panneau de liège à l'intérieur de la cabine. Personne ne sait vraiment qui les a écrites, mais je les ai vues appliquées, une à une. J'ai aussi vu ce qui arrive quand on les brise. Alors, si vous voulez vraiment connaître la vérité, accrochez-vous. Chaque histoire commence par une règle. Règle 1. Ne sors jamais de la station pendant ton service de nuit. À première vue, cela semble ridicule. Pourquoi quitter la cabine à 2 heures du matin alors que la musique tourne, que le café coule à flot et que l'air glacé des couloirs universitaires ne mène qu'au vide nocturne ? Mais l'histoire que je vais vous raconter prouve que cette règle est tout sauf un caprice. Il existe une raison pour laquelle on appelle ce créneau le graveyard shift, le service du cimetière. Je croyais autrefois qu'il s'agissait d'une expression, une simple façon dramatique de dire « service tardif ». Mais ici, à l'université, ce nom prend une dimension terrifiante, presque littérale. À 2 pâtés de maison de la station se dresse une vieille église de briques, aux vitraux qui semblent toujours humides, même en plein été. Certains étudiants y vont encore le dimanche, mais la plupart préfèrent l'ignorer. Juste à côté, le terrain s'incline doucement vers un portail de fer. C'est là que commence le cimetière municipal. Pourquoi avoir construit le cimetière si près d'un campus ? Personne ne le sait vraiment. Peut-être par manque d'espace, peut-être par choix délibéré. Toujours est-il que, depuis les fenêtres arrière du bâtiment des médias, on peut voir la clôture rouillée, hérissée de pointes métalliques. La nuit, si vous vous attardez trop longtemps à l'observer, vous ressentez une pression étrange, comme si votre peau était devenue trop étroite pour contenir votre corps. Rick, l'un des vieux techniciens, m'avait prévenu. Ponytail grisâtre, pager accroché à la ceinture, il a survécu à toutes les générations d'étudiants. Une nuit, alors que nous remplissions le distributeur de pièces, il m'a lancé cette phrase, l'air de rien. « Tu ne déranges pas les morts chez eux ?» J'ai ri, croyant qu'il parlait du cimetière en général. Mais il a insisté. « Je parle littéralement. C'est leur maison, Fred. Et ils n'aiment pas la compagnie. Imagine-toi endormi et qu'un étudiant ivre s'invite dans ta chambre, renverse la lampe et fait du bruit. Tu apprécierais ?
Puis il m'a tendu une barre chocolatée comme si de rien n'était, me laissant seul avec cette phrase qui allait me hanter longtemps. Au fil des ans, j'ai entendu des rumeurs, alarmes des téléphones qui sonnent toutes seules quand quelqu'un franchit la porte de service après minuit, chats errants qui fixent en silence ceux qui s'aventurent dehors. Des détails inquiétants, mais rien de concret, jusqu'à ce qu'arrive l'histoire de Will. Will n'était pas un ami proche, plutôt un remplaçant, un intérimaire entre deux jobs. Il fredonnait aux cieux des vieux morceaux de Earth, Wind and Fire, discrets et polis. Une nuit, il a décidé de se aérer un peu en quittant la station. Il n'est jamais revenu. D'abord, on a cru qu'il avait démissionné sans prévenir. C'est courant ici, personne ne fait de préavis pour un job de DJ étudiant. Mais sa veste, ses écouteurs, son carnet étaient toujours là. Une semaine plus tard, on l'a retrouvé. Son corps flottait dans le lac, entièrement vêtu, sans trace de lutte. Simplement noyé, comme s'il s'était abandonné. Les caméras de surveillance ont révélé la vérité. Will avait quitté la station calmement, les mains dans les poches, sifflotant. Il avait traversé la cour, franchi le portail et s'était dirigé droit vers le cimetière. Puis, plus rien. C'est ce soir-là qu'on a écrit la règle en lettres rouges, plastifiées et punaisées dans la cabine. Ne sors jamais de la station pendant ton service de nuit. Et moi, je n'ai jamais franchi cette porte depuis. Même quand l'air est étouffant, même quand mes jambes me supplient d'aller marcher, je reste. La musique protège, les murs protègent. Et dehors, il n'y a que des ténèbres qui attendent. Vous aimez ce genre d'histoire vraie, étrange et terrifiante ? Alors prenez une seconde pour vous abonner à la chaîne Nuit d'horreur. Vous ne voudriez pas manquer ce qui arrive après la première règle. Règle 2. Ne laisse jamais le silence envahir les ondes. Si vous n'avez jamais travaillé dans une station de radio, vous ne pouvez sans doute pas mesurer à quel point le silence est terrifiant. On l'appelle le dead air. 2 mots anodins, mais qui sonnent comme une condamnation. En surface, ce n'est rien. Quelques secondes sans musique, sans voix, sans bruit, juste un vide sonore. Pourtant, pour un DJ, c'est le pire des cauchemars. Cela signifie que vous avez échoué, que vous avez perdu le contrôle. Mais surtout, cela signifie que quelqu'un, quelque part, vous écoute et que ce quelqu'un vient d'être tiré de son quotidien par ce vide glacial. Le silence sur les ondes n'est pas neutre. Il attire, il ouvre une brèche. Dès mon premier mois, j'ai découvert qu'ici, ce n'était pas qu'une question d'audience ou de professionnalisme, c'était une question de survie. La première fois que c'est arrivé sous ma surveillance, c'était un mercredi, vers 3h10 du matin. Nous faisions encore un segment « Choix des auditeurs ». J'avais les bras plongés dans une pile de vinyles, cherchant désespérément le bon disque de Earth and the Wind and Fire pour un type qui voulait dédier September à ses fiançailles. L'idée me paraissait un peu kitsch, mais pourquoi pas ? J'étais en plein commentaire quand tout s'est éteint. La platine tournait, le micro était ouvert, mais soudain, plus rien. Le voyant rouge de la console clignotait. Dead air. 10 secondes de néant. 10 secondes à sentir mon cœur cogner dans ma poitrine, tandis qu'une alarme stridente hurlait dans la cabine, plus perçante qu'une alerte incendie. J'ai appuyé sur tous les boutons, basculé les curseurs, tentais de relancer un autre morceau. Rien. Puis brutalement, le son est revenu. Et le téléphone a sonné. Je décrochais, encore tremblant. « Vous êtes à l'antenne avec Fred ? WZNU, que puis-je passer pour vous ?» Un silence. Puis une voix, douce, polie, d'un autre temps. « Pourriez-vous jouer Just the Way You Are de Billy Joel ? C'était notre chanson de mariage à mon mari et moi. » Je me figeais. Personne ne demande ça à 3h du matin. Alors je répondis sur le ton de la plaisanterie. « Bien sûr, c'était quand le grand jour ?» Un temps, puis la réponse. Claire posée. Le 9 août 1979. Un frisson glacial me parcourut l'échine. Elle rappela la nuit suivante, et celle d'après. Toujours à la même heure, toujours la même chanson. J'avais appris son nom, Mary Glass. Sa voix avait la sérénité des cloches d'église entendues au loin, une douceur qui s'insinuait dans l'âme. Intrigué, j'en parlais à un ami journaliste, un fouineur qui passait son temps dans les archives municipales.
Le lendemain, il me rappelait, d'une voix tremblante. « Fred, Marie Glass est morte en 1979, 3 mois après son mariage. Accident de voiture. C'est écrit noir sur blanc dans les registres. J'ai même trouvé une photo. » Je crus à une mauvaise blague, à une coïncidence. Mais les appels continuaient. Et chaque fois que le silence s'installait un peu trop longtemps, le voyant du téléphone se mettait à clignoter. Pas de sonnerie, juste une lumière rouge, obstinée. Le pire, elle ne sait pas qu'elle est morte. Marie raconte son quotidien comme s'il se déroulait encore en 1979. Son mari tondant la pelouse, la robe de mariage qui lui serrait les épaules, leur projet de voyage de noces. Elle parle avec une douceur désarmante, mais chaque mot est une frissure dans la réalité. Un stagiaire, Cole, a eu l'idée stupide de répondre pour se moquer. Il a ri, a joué le jeu, croyant à une farce. Les nuits suivantes, ses émissions furent un enfer. Micro coupé sans raison, vinyle ralenti, déformé, le téléphone clignotant sans cesse, impossible à ignorer. Finalement, il a quitté le poste. On ne l'a jamais revu au semestre suivant. Depuis, une règle tacite s'est gravée dans la pierre. Jamais répondre, jamais laisser le silence régner. Ce n'est pas qu'une superstition. Ici, le vide est une invitation, un seuil entrouvert que les morts empruntent pour s'inviter. Et croyez-moi, une fois qu'ils ont trouvé leur chemin vers vous, il est presque impossible de les renvoyer. Alors, quand les mots me manquent, je parle pour rien. Je décris la météo, je raconte l'histoire d'une chanson oubliée, je fredonne parfois. Peu importe. L'essentiel, c'est de ne jamais laisser ce vide s'installer, parce que le silence, c'est la porte. Et une fois ouverte, on ne sait jamais qui viendra la franchir. Et si vous voulez découvrir la suite des règles et plonger encore plus profondément dans ces récits où l'étrange se mêle au quotidien, abonnez-vous à la chaîne Nuit d'horreur. Car croyez-moi, l'histoire ne fait que commencer. Règle 3. N'ignore jamais les vivants, mais n'ignore toujours la station 7. Dans le monde de la radio, il y a des habitudes étranges que seuls ceux qui vivent la nuit finissent par comprendre. On apprend à reconnaître les voix récurrentes des auditeurs, les tics nerveux des stagiaires, le souffle familier des micro-fatigués. Mais il y a une chose qu'on n'apprend jamais à apprivoiser. L'appel venu d'ailleurs. Je parle de la station 7. Tout commence comme une nuit banale. Vous diffusez un morceau, vous buvez une gorgée de café brûlant, vous relisez distraitement la météo. Puis, le téléphone clignote. Pas de numéro habituel, pas d'indicatif régional, juste un chiffre, froid, solitaire, 7. Parfois, ce n'est pas le téléphone, c'est un fax qui grésille en pleine nuit ou un email au sujet mystérieux. Green FM. Toujours ce même lien ténu vers quelque chose qui n'existe plus depuis longtemps. La première fois que cela m'est arrivé, je jouais More Than a Woman des Bee Gees. La cabine vibrait de ce rythme disco et moi, maladroit, j'ai renversé ma tasse de café sur le pupitre. Le liquide a coulé sur la feuille de programmation et dans mon agitation, j'ai à peine remarqué que le voyant du téléphone s'était allumé. Rouge vif. Un seul mot sur l'écran. 7. Avant que je puisse décrocher, la lumière s'est éteinte. Brutale. Comme si elle n'avait jamais existé. Mais l'air avait changé. Le studio, d'ordinaire saturé d'électricité statique et de basse, s'était figé. Vous connaissez cette sensation quand vous réalisez que quelqu'un se tient derrière vous depuis trop longtemps ? C'était exactement ça. Le lendemain, j'en ai parlé à Rick, le technicien vétéran. Comme toujours, il remplissait son distributeur de barres chocolatées, imperturbable. « Hé Rick, j'ai eu un appel bizarre. L'écran disait juste 7. T'as déjà vu ça ?» Il a marqué une pause. Longue. Plus longue que nécessaire pour glisser une pièce dans la flante. Puis il a soufflé, sans me regarder. « Tu as répondu ?»« Non, j'ai renversé mon café avant. J'ai pas eu le temps. » Il a hoché la tête. Lentement. « C'est mieux comme ça. » Et il a ajouté presque à contre-cœur, « La station 7, autrefois, elle était bien réelle. Mais
Elle est partie depuis longtemps. On a reçu des fax griffonnés de playlists datées de 1974, écrits en cursif soigné, des jingles jamais archivés, des emails qui réapparaissent sans expéditeur, contenant des titres qu'aucune base de données ne répertorie. Un stagiaire a eu la mauvaise idée de répondre une fois à un de ces messages. Juste une blague. « Ah ah ah, vous amettez toujours depuis l'au-delà » Qu'avait-il tapé? Le lendemain, il est revenu livide, les yeux creusés, incapable de fermer l'œil depuis 2 jours. Il a refusé d'expliquer ce qu'il avait vu ou entendu. Mais il a quitté son poste et plus jamais personne n'osa plaisanter. On dit qu'il existe d'autres stations noires ailleurs, des radios disparues, éteintes, mais qui trouvent encore le moyen de se manifester. En Nebraska, près d'une ferme de chèvres, les animaux s'échappaient sans cesse pour se regrouper autour de l'ancienne antenne. À New York, une radio clandestine répétait en boucle de la poésie entrecoupée de sanglots, incitant les auditeurs à sauter des ponts. À Chicago, on chuchote que l'antenne n'était pas une antenne, mais un corridor vers un endroit où l'on entendait des pas derrière chaque chanson. La plupart se taisent à jamais, mais pas la station 7. Elle revient toujours, comme une voix perdue qui refuse d'être oubliée. Alors, la règle est simple. Ignorez, toujours. Ne décrochez pas, ne répondez pas aux fax, ne cliquez pas sur les emails. Même un simple regard peut suffire à créer un lien. Et une fois le lien établi, il est trop tard. Dans notre station, nous répétons cette consigne aux nouveaux arrivants comme on récite une prière. Quand la station 7 appelle, ne décroche jamais. Ce n'est que la 3e règle, et déjà les ténèbres s'invitent dans le quotidien de Fred. Voulez-vous savoir ce qui arrive après? Alors, abonnez-vous à Nuit d'horreur. Car la règle suivante est peut-être la plus troublante de toutes. Règle 4. Toujours laisser une tasse de café par la porte en fin de service. La plupart des règles de la station ressemblent à des avertissements, des défenses, des interdictions. Mais celle-ci, elle tient davantage du rituel. Et c'est peut-être la plus étrange de toutes. À la fin de chaque nuit, une fois la dernière chanson jouée et le silence retombé, nous préparons une tasse de café noir et la déposons près d'une porte bien précise du bâtiment. Pas celle de l'entrée principale, vitrée et marquée du sceau de l'université. Non, une porte latérale, discrète, que presque personne ne remarque. Elle se trouve au bout d'un couloir étroit, sous une lampe de sécurité vacillante. La tasse, toujours la même, est reconnaissable entre mille. Une céramique rouge vif, lourde, légèrement ébréchée près du rebord. Le rouge qui ne s'éteint pas, malgré les décennies. On la remplit de café noir, brûlant, sans sucre, sans lait. On la dépose avec soin sur le petit banc de bois, à côté de la porte, poignée tournée vers l'extérieur. Puis on s'en va, sans attendre. La première fois qu'on m'a demandé de le faire, je me suis senti ridicule. Qu'est-ce que cela pouvait bien changer? Juste une superstition transmise par des générations de DJ fatigués. Mais ici, les habitudes sont des remparts invisibles, et celles qu'on brise se vengent. J'ai posé la question à Rick, évidemment. Lui, il a connu cette tradition depuis ses débuts, dans les années 80. Sa réponse m'a glacé. Tu sais, mon grand me disait que le rouge est une couleur qu'on voit même de l'autre côté. Pas seulement remarquer, comprendre. Le rouge, c'est le sang, le souffle, la vie. Et le café, c'est la boisson des vivants. Il a pris une inspiration, comme pour peser ses mots. Alors peut-être que quand eux passent par ici, ils voient la tasse rouge, sentent le café et décident de continuer leur chemin. Le plus troublant, c'est ce qui arrive au matin. Peu importe l'heure à laquelle le premier employé ou étudiant ouvre la porte, la tasse est toujours vide. Pas renversée, pas déplacée. Vide. Comme si ce qu'elle contenait avait été bu jusqu'à la dernière goutte. Un jour, j'ai voulu tester. J'avais eu une longue nuit, je me sentais épuisé. J'ai laissé la tâche à un stagiaire et suis parti sans déposer la tasse. Le lendemain, la porte était entr'ouverte. Pas grande ouverte.
Juste un interstice, comme si quelqu'un avait poussé pour entrer, mais s'était arrêté. Depuis ce soir-là, je n'ai plus jamais manqué le rituel. Peu importe la fatigue, peu importe l'heure, la tasse rouge est remplie, chaude, déposée, toujours. Certains croient que c'est une simple superstition, un geste collectif qui rassure. Mais ceux qui travaillent ici depuis longtemps savent que c'est plus que ça. Une offrande, un signe de respect. Peut-être le seul bouclier qui empêche les murs de ce bâtiment de se fissurer. Car la radio n'est pas qu'un lieu de voix et de musique. C'est une frontière fragile, un espace où les vivants et les morts peuvent se croiser, et parfois il suffit d'un geste, d'une tasse de café fumante, pour maintenir l'équilibre. Les règles semblent absurdes, mais elles tiennent ce fragile équilibre entre la normalité et l'inconnu. La tasse rouge est déposée chaque nuit, et chaque matin, elle disparaît. Qui la boit? Qui attend derrière cette porte? « 4 années ont passé depuis la première fois que j'ai franchi le seuil de cette station. À l'époque, je pensais que ce ne serait qu'une étape, une parenthèse dans ma vie. Quelques semestres, le temps de trouver ce que je voulais vraiment faire. Je n'avais pas compris que certaines parenthèses refusent de se refermer. La station est devenue mon refuge. Certains tiennent un journal, d'autres conservent des albums photos. Moi, je garde des playlists, des dizaines de playlists, classées par date, par humeur, par météo. Je peux dire exactement ce que je faisais un jeudi pluvieux 3 ans plus tôt, simplement en regardant le titre du morceau que j'ai lancé à l'antenne. Les chansons ne mentent jamais. Les règles, elles, sont toujours là, punaisées sur le vieux panneau de Liège, entre le plan d'évacuation et une affiche d'improvisation théâtrale datant d'au moins 5 ans. La plupart des gens ne les voient même plus. Elles se fondent dans le décor, comme un papier peint trop familier. Mais moi, je les lis chaque nuit. Une prière silencieuse, une promesse. Rester à l'intérieur, ne jamais laisser le silence s'installer. Ignorer la station 7, déposer la tasse rouge. Je les ai toutes respectées, à la lettre, et en retour, le bâtiment m'a laissé en paix, ou presque. Il y a des soirs où le calme de la cabine devient étouffant, où les néons vacillent plus que d'habitude, où le micro grésille alors qu'il est parfaitement réglé, où une ombre semble se tenir de l'autre côté de la vitre embuée, dans la salle de contrôle, immobile, patiente. Je n'en parle jamais aux étudiants. À quoi bon? Ils apprendront assez tôt que ce métier demande autre chose que de savoir lire un prompteur. Ils doivent trouver leur propre rythme, apprivoiser leur propre peur. Rick, lui, parle déjà de prendre sa retraite. Des décennies passées dans ces couloirs à surveiller des machines que plus personne ne comprend vraiment. Son regard fatigué me dit qu'il a donné tout ce qu'il pouvait. Bientôt, il partira et il faudra quelqu'un pour continuer d'entretenir les rituels. La station vieillit, les tapis sont usés jusqu'à la corde. Les plafonds de Studio B laissent filtrer la pluie. Mais les antennes, elles, continuent de transmettre. Les vinyles tournent encore, fidèles, indifférents au temps. Tant que la musique résonne, l'équilibre tient. La semaine dernière, une étudiante m'a demandé si elle pouvait prendre le service de nuit. Elle m'a dit qu'elle aimait les heures où tout est calme, où le monde semble suspendu. Je lui ai répondu d'une seule façon. « Est-ce que tu es capable de suivre des instructions ?» Elle a hoché la tête, avec ce sérieux naïf que seuls les jeunes savent afficher. Alors mémorise les règles. Car ce n'est pas la technique qui compte, ce n'est pas le talent, ni la voix. Ce qui fait tourner cette station, ce ne sont pas les horaires ni les hommes, ce sont les rituels, les règles. Et elles ne fonctionnent que si quelqu'un les respecte nuit après nuit, année après année. Alors si un jour vous passez cette porte, si vous sentez le vieux tapis sous vos pieds, si le voyant rouge on-air s'allume au-dessus de vous, souvenez-vous, vous n'êtes jamais seul dans ce bâtiment.
La radio ne transmet pas seulement aux vivants, elle traverse des mondes. Et il y a toujours des oreilles qui écoutent, certaines que vous ne voudriez jamais rencontrer. Si vous prenez ma place un jour, suivez les règles, toutes. Ne tentez pas le destin, car ici, l'air ne pardonne pas. Le silence n'est pas qu'un vide, c'est une invitation. Et dans cette station, les invitations sont toujours acceptées. Si ce récit vous a glacé le sang et que vous voulez découvrir encore plus d'histoires là où les vivants croisent les morts, abonnez-vous dès maintenant à Nuit d'horreur. La nuit est longue et ce n'était qu'un début.